L'été de l'an 83 après Jésus-Christ touche à sa fin quelque part dans les Highlands écossais. Sur les pentes d'une colline qu'on appellera plus tard le mont Gropius, 30 000 guerriers calédoniens se massent en formation de fer à cheval, leurs boucliers ronds levés vers le ciel gris, leurs longues épées brillant dans la lumière diffuse. En face d'eux, bien en contrebas, 8 000 auxiliaires romains se mettent en position. Pas une seule légion romaine au premier rang, juste des troupes alliées, des Bataves et des Tongres venus des marécages de Germanie. Derrière, sur le camp retranché, 20 000 légionnaires attendent, l'arme au pied. Ils ne bougeront pas de la journée. Cette histoire commence 7 ans plus tôt, quand un patricien romain nommé Gnaeus Julius Agricola débarque en Bretagne pour en devenir gouverneur. L'homme n'est pas un inconnu sur cette île brumeuse. Il y a déjà servi comme tribun militaire 20 ans auparavant, sous les ordres de Suetonius Paulinus, quand la reine Boudica a fait brûler 3 villes romaines et massacré 70 000 colons. Agricola connaît le terrain, il connaît les tribus bretonnes, leurs tactiques de guérilla, leur façon de se fondre dans les forêts et les tourbières dès qu'une légion approche. Surtout, il sait qu'aucun gouverneur avant lui n'a réussi à soumettre le nord de l'île. En 77 après Jésus-Christ, quand Agricola pose le pied sur le sol breton, la situation est tendue. Les Romains contrôlent le sud et le centre de l'Angleterre, mais le pays de Galles résiste encore, et l'Écosse demeure un territoire vierge où aucune aigle romaine n'a jamais flotté. Les tribus calédoniennes du Nord observent avec méfiance les progrès de Rome vers leurs terres ancestrales. Elles ont entendu parler de ce qui est arrivé aux Gaulois, aux Germains, au peuple de Judée. Elles savent ce que signifie la Pax Romana, l'esclavage déguisé en civilisation. Agricola ne perd pas de temps. Dès son arrivée en plein été, alors que ses troupes pensaient profiter d'une saison de repos, il lance une offensive surprise contre les Ordovis, une tribu galloise qui vient d'anéantir une aile de cavalerie romaine. Les soldats grognent. Ils espéraient boire de la bière dans les forts, pas marcher dans les montagnes galloises. Mais Agricola n'est pas homme à laisser un affront impuni. En quelques semaines, les Ordovis se sont écrasés, leur territoire pacifié. Et pour faire bonne mesure, ils conquièrent l'île d'Anglesey, dernier bastion des druides bretons. Ce n'est que le début. La première année, Agricola réorganise la province de fond en comble. Il ne se contente pas de conquérir par l'épée, il veut gagner les cœurs et les esprits. Enfin, c'est ce qu'écrit son gendre Tacite, l'historien romain qui nous a transmis toute cette histoire. Dans les faits, Agricola nettoie d'abord l'administration provinciale de ses éléments corrompus. Les procurateurs qui s'enrichissaient sur le dos des paysans bretons sont renvoyés. Le système de collecte des impôts est réformé. Avant, les fermiers bretons devaient livrer leurs grains aux garnisons romaines, mais ces garnisons étaient souvent situées à des jours de marche de leurs fermes. Résultat, les paysans passaient plus de temps à transporter le grain qu'à le cultiver, et certains fonctionnaires en profitaient pour leur vendre des dispenses au prix fort. Agricola met fin à ces abus. Les grains sont collectés localement, les distances réduites, les intermédiaires supprimés. Ensuite, il s'attaque à la romanisation proprement dite. Il encourage les chefs bretons à construire des temples, des forums, des maisons à la romaine. Il fait venir des professeurs de rhétorique pour enseigner le latin aux fils de l'aristocratie locale. Tacite note avec une pointe d'ironie que les Bretons, qui méprisaient la langue romaine quelques années auparavant, se mettent soudain à la parler avec passion. Ils adoptent la toge, fréquentent les bains publics, organisent des banquets à la mode romaine. Tacite ajoute que dans leur naïveté, ils appellent ça la civilisation, alors que ce n'est qu'une partie de leur servitude. Mais Agricola sait ce qu'il fait. Un peuple conquis qui adopte les mœurs du conquérant ne se révolte pas. La deuxième année, 78 après Jésus-Christ, Agricola pousse vers le nord. Il franchit la ligne Forth Clyde, cet isthme naturel qui sépare les Lowlands écossais des Highlands. Il établit une série de forts pour sécuriser cette frontière naturelle. Si Rome décidait de s'arrêter là, ce serait une position défendable. Mais Agricola ne veut pas s'arrêter. Il passe l'hiver à préparer la campagne suivante, à accumuler des provisions, à réparer le matériel, à entraîner ses hommes. L'année 79 marque un tournant. Agricola lance une grande offensive vers le nord-est de l'Écosse. Ses légions avancent le long de la côte, suivies par la flotte qui ravitaille les troupes et impressionne les populations locales. Les Calédoniens n'ont jamais vu de navire de guerre romain. Ces énormes galères aux voiles rouges, aux éperons de bronze, aux rangées de rames qui frappent l'eau à l'unisson, tout cela leur paraît venir d'un autre monde. Agricola exploite cette terreur. Il fait naviguer sa flotte devant les villages côtiers, débarquer des troupes à l'improviste, puis les rembarquer avant que l'ennemi puisse réagir.
C'est une guerre psychologique autant que militaire. Mais les Calédoniens ne sont pas des amateurs. Contrairement aux tribus du Sud qui se sont laissées diviser et conquérir une à une, les peuples du Nord comprennent qu'ils doivent s'unir ou périr. Ils cessent leurs querelles ancestrales, envoient des émissaires d'une tribu à l'autre, concluent des alliances. Ils adoptent aussi une stratégie différente. Pas de bataille rangée contre les légions romaines, mais une guerre d'usure. Ils attaquent les convois de ravitaillement, harcèlent les patrouilles isolées, incendent les forts abandonnés, disparaissent dans les collines avant que les Romains puissent riposter. L'année 80 est marquée par la consolidation. Agricola passe l'été à renforcer les positions conquises, à construire de nouvelles routes, à établir des dépôts de vivres. Il sait qu'il est allé aussi loin que possible, sans risquer de perdre ses lignes de communication. Tacite écrit que si le courage romain acceptait une limite, c'est en Bretagne qu'il l'aurait trouvée. La Clyde et le Forth, refoulés par les marées opposées de deux mers, ne sont séparés que par un mince détroit. Des garnisons y sont établies. Tout l'arrière-pays est occupé. L'ennemi est repoussé comme sur une autre île. L'année suivante, 81 après Jésus-Christ, Agricola effectue la première circumnavigation complète de la Bretagne. Sa flotte contourne l'Écosse par le nord, prouvant définitivement que c'est une île. Pendant ce temps, les légions continuent leur progression vers le nord. Ils découvrent des populations inconnues, les soumettent après de nombreux combats. Agricola commence même à envisager la conquête de l'Hibernie, l'Irlande actuelle. Il pense qu'une seule légion suffirait pour conquérir cette île voisine et que contrôler l'Irlande permettrait de mieux tenir la Bretagne. Mais Rome n'autorisera jamais cette expansion supplémentaire. C'est en 82 que les choses deviennent sérieuses. Les Calédoniens passent à l'offensive. Une nuit, ils attaquent simultanément plusieurs camps romains. Ils visent particulièrement la 9e légion, réputée être la plus faible. L'attaque est coordonnée, violente, menée avec une détermination nouvelle. Les Calédoniens parviennent à pénétrer dans le camp, massacrent les sentinelles, mettent le feu au baraquement. Si la 9e légion tombait, ce serait un désastre. Toute la stratégie d'Agricola s'effondrerait. Mais Agricola réagit avec une rapidité qui prend l'ennemi au dépourvu. Il sélectionne ses troupes les plus mobiles, les fait marcher de nuit à travers un terrain difficile et tombe sur l'arrière des assaillants calédoniens à l'aube. Les Calédoniens se retrouvent pris entre deux feux, la 9e légion devant eux qui a finalement réussi à se regrouper et les troupes fraîches d'Agricola dans leur dos. C'est un carnage. Les Calédoniens s'enfuient dans les forêts voisines, laissant des centaines de morts derrière eux. Agricola n'ordonne pas de poursuite. Il sait que ses hommes sont épuisés et que les Calédoniens connaissent le terrain bien mieux que lui. Cette attaque change la nature du conflit. Agricola comprend que les Calédoniens ne se contenteront plus de harceler ses lignes. Ils sont prêts à livrer bataille et ils s'organisent de manière plus sophistiquée qu'ils ne le pensaient. De leur côté, les Calédoniens réalisent qu'ils ne peuvent pas vaincre les Romains par la guérilla. Il leur faut une victoire décisive, écraser une légion en bataille rangée, briser le mythe de l'invincibilité romaine. Sinon, tribu après tribu, ils finiront par être absorbés dans l'Empire. L'hiver de 82 à 83 est une période de préparation intensive des deux côtés. Agricola rassemble ses forces, fait venir des renforts de Bretagne du Sud, accumule des provisions pour une campagne qui promet d'être longue. Il envoie aussi des espions dans les territoires calédoniens pour identifier leurs chefs, comprendre leurs divisions, trouver des faiblesses à exploiter. Les Calédoniens, de leur côté, envoient des ambassades à toutes les tribus du Nord. Ils parlent d'une coalition générale, d'une armée commune capable de tenir tête à Rome. Certains chefs sont réticents. Ils se souviennent des vieilles querelles, des raids ancestraux, des vols de bétail entre clans. Mais d'autres voient plus loin. Ils savent ce qui est arrivé aux Gaulois, aux Bretons du Sud. Ils ne veulent pas finir comme ces peuples dont les fils servent maintenant dans les légions romaines, dont les chefs portent la toge et parlent latin, dont les dieux ont été remplacés par Jupiter et Mars. Au printemps de l'an 83, Agricola lance sa dernière grande offensive. Il envoie sa flotte en avant pour semer la terreur sur les côtes, débarquer à l'improviste, brûler les villages, capturer les récoltes. Pendant ce temps, l'armée de terre avance vers le nord-est, suivant les vallées, évitant les massifs montagneux les plus impénétrables. Les Calédoniens reculent devant eux, refusant le combat, attirant les Romains toujours plus loin de leur base. C'est une tactique risquée pour les deux camps. Pour les Calédoniens, chaque kilomètre de territoire abandonné est une défaite morale. Pour les Romains, chaque jour de marche les éloigne de leur ligne de ravitaillement. Agricola connaît ce risque. Il sait aussi que les Calédoniens ne peuvent pas reculer indéfiniment. Leurs greniers sont remplis après les récoltes d'été
et ils ne voudront pas les abandonner aux Romains. À un moment donné, ils devront se battre. C'est exactement ce qu'Agricola veut. Forcer les Calédoniens à accepter la bataille rangée, là où la supériorité tactique et l'équipement romain feront la différence. Fin août ou début septembre, les éclaireurs romains rapportent que l'armée calédonienne s'est enfin rassemblée. Ils sont des dizaines de milliers, peut-être 30 000 guerriers ou plus. Tacite, qui tient ces informations d'Agricola lui-même, parle de plus de 30 000 hommes sous les armes, auxquels s'ajoutent des jeunes gens et des vétérans encore alertes, anciens combattants, qui portent fièrement leurs décorations de guerre. Ces décorations sont probablement des torques d'or, des bracelets, des broches ornées prises sur des ennemis vaincus lors de combats tribaux antérieurs. Les Calédoniens ont choisi leur terrain avec soin. C'est une colline en forme de fer à cheval, avec des pentes douces en contrebas et des flancs raides sur les côtés. Les premiers rangs occupent le bas de la pente. Les rangs suivants s'élèvent en gradin sur la colline. De cette position, ils dominent la plaine où l'armée romaine devra se déployer. Ils peuvent voir l'ennemi arriver de loin, ajuster leur dispositif, lancer leurs projectiles d'en haut. Si les Romains attaquent de front, ils devront gravir la pente sous une pluie de javelots, de flèches et de pierres. Si les Romains tentent un mouvement de flanc, les Calédoniens postés sur les hauteurs peuvent descendre les prendre de côté. Parmi les chefs calédoniens, un homme se distingue. Tacite l'appelle Calgacus, un nom qui signifie probablement « celui qui possède une épée » ou « l'épéiste ». Nous ne savons presque rien de lui en dehors de ce que Tacite nous dit. Était-il vraiment le chef suprême de la coalition ou juste l'un des nombreux chefs tribaux? Tacite mentionne seulement qu'il se distinguait par sa bravoure et son lignage, et qu'il prononça un discours devant ses troupes avant la bataille. Ce discours, tel que Tacite le rapporte, est l'un des textes les plus célèbres de la littérature latine. Mais il faut être clair, Calgacus n'a jamais prononcé ces mots. C'est une convention littéraire romaine que de mettre des discours dans la bouche des protagonistes avant les grandes batailles. Ces discours sont inventés par l'auteur pour exposer les enjeux du conflit, les motivations de chaque camp, les arguments stratégiques. Tacite, fin rhéteur formé aux meilleures écoles de Rome, prête à ce chef barbare qu'il n'a jamais rencontré des arguments d'une sophistication remarquable, dans un latin impeccable qu'aucun Calédonien n'aurait pu prononcer. Mais au-delà de la fiction littéraire, le discours révèle quelque chose d'intéressant, la vision que les Romains avaient de leur propre conquête, filtrée à travers le regard d'un opposant imaginaire. Calgacus, selon Tacite, dit à ses guerriers « Nous sommes les derniers hommes libres sur terre. Au-delà de nous, il n'y a que les vagues et les rochers, et les Romains encore plus terribles que les vagues. L'obéissance et la soumission ne servent à rien contre leur oppression. Ces pilleurs du monde, après avoir épuisé la terre par leur pillage universel, fouillent maintenant les profondeurs. Si l'ennemi est riche, ils sont rapaces. S'il est pauvre, ils convoitent la domination. Ni l'Orient ni l'Occident n'ont pu les satisfaire. Seuls parmi les hommes, ils convoitent avec une égale ardeur la pauvreté et la richesse. Au vol, au massacre, au pillage, ils donnent le nom mensonger d'empire. Ils créent un désert et l'appellent la paix. Cette dernière phrase, « Ils créent un désert et l'appellent la paix », est devenue célèbre. Elle résume en quelques mots toute la critique de l'impérialisme romain. Tacite, en mettant ces mots dans la bouche de Calgacus, exprime peut-être sa propre ambivalence face à l'expansion romaine. Lui-même a vécu sous les règnes de Néron, Vespasien, Titus et Domitien. Il a vu les tyrannies, les massacres, les déportations. Il sait que derrière la Pax Romana se cache souvent la violence la plus brutale. Le discours de Calgacus continue. Il rappelle à ses guerriers qu'ils sont les derniers Bretons libres, qu'au-delà d'eux, il n'y a plus personne pour résister à Rome. Il évoque leurs familles, leurs femmes et leurs enfants qui assistent probablement à la bataille depuis les hauteurs environnantes, comme c'était la coutume chez les peuples celtes. Il leur dit que la fuite est impossible, qu'ils ne connaissent pas le terrain aussi bien que les Romains ne le pensent, qu'ils ont moins de provisions. Leur seule chance est de vaincre. Mourir dans l'honneur vaut mieux que vivre dans la honte, conclut-il selon Tacite. De l'autre côté, Agricola parcourt les rangs de ses troupes. Lui aussi prononce un discours tout aussi fictif que celui de Calgacus. Il rappelle à ses hommes les 7 années de campagne qu'ils ont menées ensemble, les victoires remportées, les obstacles franchis. Il leur dit qu'ils sont au bout de la Bretagne, qu'il n'y a plus rien au-delà, que cette bataille mettra fin à la conquête. Il évoque les dangers de la retraite. Ils sont loin de leur base. L'ennemi connaît le terrain. Les marécages et les montagnes rendraient une fuite catastrophique. Leur seule option est la victoire. Il termine en disant que c'est au même endroit que les attendent le salut et l'honneur, et que ce ne serait pas une moindre gloire
que de tomber aux confins du monde et de la nature. Ces deux discours se répondent parfaitement, comme dans une tragédie grecque. Chaque camp présente ses arguments, expose ses valeurs, justifie ses actions. Mais tout cela n'est que littérature. Sur le terrain, la réalité est plus prosaïque. Les soldats romains ne pensent pas à la gloire de mourir aux confins du monde. Ils pensent à la solde qu'ils toucheront après la bataille, au butin qu'ils pourront piller, aux esclaves qu'ils pourront capturer. Les guerriers calédoniens ne philosophent pas sur la servitude et la liberté. Ils pensent à leurs fermes qui seront brûlées s'ils perdent, à leurs femmes qui seront violées, à leurs enfants qui seront vendus comme esclaves à l'autre bout de l'Empire. Agricola dispose ses troupes avec soin. Au centre, il place 8000 auxiliaires d'infanterie. Ce ne sont pas des légionnaires romains, mais des soldats recrutés dans les provinces de l'Empire. Parmi eux, 4 cohortes de Bataves et 2 cohortes de Tongres. Les Bataves viennent des marécages du delta du Rhin. Ils sont réputés pour leur férocité au combat rapproché. Les Tongres, originaires de la région de l'actuelle Belgique, sont des épéistes redoutables. Sur les flancs, Agricola place 3000 cavaliers, également des auxiliaires. Derrière, bien en arrière, les légions romaines restent au camp. 20 000 légionnaires, l'élite de l'armée romaine, qui ne bougeront pas de la journée. Cette disposition révèle plusieurs choses. D'abord, Agricola a confiance en ses auxiliaires. Ils ont combattu sous ses ordres pendant des années, ils connaissent les tactiques calédoniennes, ils ont l'habitude du terrain difficile. Ensuite, garder les légions en réserve est un calcul politique autant que militaire. Si l'attaque échoue, si les auxiliaires sont repoussés, les légions peuvent couvrir la retraite. Mais surtout, en cas de victoire, Agricola pourra dire à Rome que les auxiliaires seuls ont suffi à vaincre l'ennemi, que les légions n'ont même pas eu besoin de combattre. C'est une manière de glorifier la puissance romaine. Même nos troupes alliées sont assez fortes pour écraser vos meilleures armées. Les Calédoniens, de leur position élevée, observent le déploiement romain. Ils voient les auxiliaires se mettre en formation, les cavaliers prendre position sur les ailes, les légions rester en arrière. Certains chefs doivent se demander pourquoi les Romains n'engagent pas leurs meilleures troupes. Est-ce un piège, une ruse, ou simplement du mépris? La bataille commence par un échange de projectiles, comme c'était l'usage à l'époque. Les Calédoniens lancent leurs javelots et leurs pierres du haut de la colline. Leurs arcs décochent des volées de flèches, mais l'effet est limité. Les boucliers romains sont grands, bien faits, capables d'arrêter la plupart des projectiles. Les Romains ripostent avec leurs propres javelots, et surtout avec leurs pilas, ces javelots lourds, caractéristiques des légions. Un pilum est conçu pour pénétrer les boucliers et s'y planter. Même s'il ne blesse pas l'adversaire, il rend son bouclier inutilisable. Le guerrier doit alors soit le jeter, soit combattre alourdi par plusieurs kilos de fer plantés dans son bouclier. Mais Agricola ne veut pas perdre du temps en échange de projectiles. Il sait que plus la bataille dure, plus les Calédoniens risquent de tenter un mouvement de débordement avec leur supériorité numérique. Il ordonne donc aux Bataves et aux Tongres de lancer une attaque frontale. C'est un ordre qui demande un courage immense. Ces hommes vont devoir gravir une pente sous le feu ennemi, puis affronter au corps à corps des guerriers qui ont l'avantage du terrain. Les Bataves et les Tongres avancent. Ils forment une ligne compacte, bouclier contre bouclier, marchant au rythme des tambours. Les Calédoniens les accueillent avec une tempête de projectiles. Des hommes tombent, percés par des javelots, criblés de flèches. Mais la ligne continue d'avancer, enjambant les morts et les blessés, montant la pente mètre après mètre. Quand les deux lignes se rencontrent, le choc est terrible. Les Calédoniens se battent avec leurs longues épées, de véritables lames de taille d'1 mètre de long, conçues pour frapper de haut en bas. Mais Tacite note que ces armes, efficaces en combat ouvert, deviennent un handicap dans une mêlée serrée. Les épées calédoniennes n'ont pas de pointe, elles ne peuvent que trancher. Dans la bousculade, il est difficile de prendre l'élan nécessaire pour un coup efficace. Les Bataves et les Tongres, au contraire, utilisent le gladius romain, cette épée courte de 50 cm, parfaite pour poignarder dans une mêlée. Ils frappent bas, sous les boucliers, visant le ventre, les cuisses, l'aine. Leurs boucliers, plus grands et plus résistants que ceux des Calédoniens, leur offrent une meilleure protection. Et surtout, ils sont entraînés à combattre en formation, épaule contre épaule, se couvrant mutuellement, avançant comme une machine de guerre implacable. Les premiers rangs calédoniens commencent à reculer sous la pression. Les Bataves et les Tongres montent la pente, repoussant l'ennemi, laissant derrière eux des centaines de corps enchevêtrés. Tacite écrit que les Calédoniens furent battus et piétinés sur les pentes inférieures de la colline. C'est une image brutale, mais probablement exacte. Dans la confusion d'une bataille antique,
Les blessés qui tombaient étaient souvent écrasés par les combattants qui passaient sur eux, amis comme ennemis. Les Calédoniens postés sur les hauteurs voient leurs frères d'armes se faire repousser. Ils tentent alors un mouvement de débordement. Des milliers de guerriers descendent des flancs de la colline pour prendre les Romains de côté. Si cette manœuvre réussit, les auxiliaires romains vont se retrouver encerclés et massacrés. Mais Agricola a prévu cette éventualité. C'est exactement pour cela qu'il a placé 3000 cavaliers sur les ailes. Au moment où les Calédoniens commencent leur mouvement de débordement, il lance sa cavalerie contre eux. Les chevaux romains, montés par des cavaliers expérimentés venant de toutes les provinces de l'Empire, frappent les flancs de la masse calédonienne. Le choc est dévastateur. Les Calédoniens ne s'attendaient pas à être eux-mêmes débordés. Leur mouvement se disloque. Certains tentent de faire face à la cavalerie, d'autres continuent vers les auxiliaires romains, d'autres encore reculent vers la colline. La coordination se perd. Et dans une bataille antique, une fois qu'une formation se disloque, c'est le début de la fin. Les cavaliers romains enfoncent leurs lances dans la masse compacte des guerriers calédoniens, puis passent au gladius quand les lances se brisent. Les chevaux eux-mêmes deviennent des armes, piétinant les hommes au sol, créant la panique par leur masse et leur vitesse. Les Calédoniens, pris entre la cavalerie et l'infanterie auxiliaire qui continue de monter la colline, commencent à rompre. La rupture d'une ligne de bataille antique est un phénomène brutal et rapide. À un moment, les hommes se battent avec courage, tenant leur position. L'instant d'après, quelqu'un tourne le dos et court, puis un autre, puis 10, puis 100. La peur est contagieuse. Soudain, toute la formation s'effondre et c'est la débandade. C'est ce qui se passe au mont Gropius. Les Calédoniens rompent et fuient vers les bois environnants. Les auxiliaires romains se lancent à leur poursuite. C'est le moment le plus dangereux dans une bataille antique. Les soldats victorieux, pris par la frénésie du combat et l'excitation de la victoire, se dispersent pour poursuivre l'ennemi en fuite. Ils perdent leur formation, leur discipline. Si l'ennemi réussit à se regrouper dans les bois, s'il tend une embuscade, les poursuivants peuvent se faire massacrer. Agricola le sait. Il envoie des troupes organisées pour suivre les fuyards, mais il garde le contrôle. Il ne veut pas que ses auxiliaires se dispersent dans la forêt où ils pourraient se faire encercler. La poursuite continue jusqu'au soir, systématique mais contrôlée. Selon Tacite, les Romains retrouvent dans les bois des scènes atroces. Des guerriers calédoniens qui se suicident plutôt que d'être capturés, des blessés qui rampent vers leurs compagnons morts, des femmes qui pleurent leurs fils et leurs maris. La nuit met fin au massacre. Les auxiliaires romains retournent au camp, épuisés mais victorieux. Le lendemain matin, les éclaireurs romains partent à la recherche des forces calédoniennes restantes, mais ils ne trouvent rien. Les survivants se sont enfoncés dans les montagnes, dispersés en petits groupes pour éviter d'être traqués. Le bilan de la bataille, selon Tacite, est terrible pour les Calédoniens. 10 000 morts, 360 auxiliaires romains tués. Ces chiffres sont probablement exagérés. Les historiens antiques avaient tendance à gonfler les pertes ennemies et à minimiser les leurs. Mais même en divisant ces chiffres par 2 ou par 3, cela reste une défaite écrasante pour les Calédoniens. Après la bataille, Agricola proclame que la Bretagne est enfin entièrement conquise. Toutes les tribus se sont soumises. L'île entière est sous contrôle romain. Il fait faire à sa flotte le tour complet de l'Écosse pour prouver son caractère insulaire et impressionner les populations locales. Des messagers partent vers Rome apporter la bonne nouvelle à l'empereur Domitien. C'est le sommet de la carrière d'Agricola, 7 ans de campagne couronnés par une victoire décisive. Il a réussi là où tous ses prédécesseurs avaient échoué. Il a porté les aigles romaines jusqu'aux confins de la terre connue. Sa renommée est immense. À Rome, on prépare déjà les honneurs, les statues, les décorations. Mais quelque chose d'étrange se produit. Peu après la bataille, Agricola est rappelé à Rome. Son commandement exceptionnel, qui aura duré 7 ans alors que la plupart des gouverneurs ne restent que 3 ou 4 ans en poste, prend fin brutalement. Officiellement, c'est une promotion. Agricola reçoit les ornements triomphaux, le droit d'ériger une statue. On lui propose d'autres postes prestigieux, des proconsulats en Asie ou en Afrique. Mais quelque chose sonne faux. Tacite, qui est à la fois l'historien et le gendre d'Agricola, insinue fortement que l'empereur Domitien était jaloux du succès de son général. Domitien, qui n'avait jamais remporté de vraies victoires militaires, ne pouvait pas supporter qu'un de ses subordonnés soit plus glorieux que lui. Tacite va même plus loin. Il suggère qu'Agricola est mort empoisonné sur ordre de l'empereur, même s'il n'a aucune preuve de cette accusation. La réalité est probablement plus prosaïque. En 85 et 86 après Jésus-Christ, Rome fait face à des crises graves sur le Danube. Les Daces,
un peuple guerrier de l'actuelle Roumanie, inflige plusieurs défaites aux légions romaines. L'Empire a besoin de toutes ses troupes sur le front danubien. Maintenir 20 000 légionnaires en Écosse, loin de tout, dans un territoire qui ne rapporte rien économiquement, n'a plus de sens stratégique. Car voilà le cœur du problème. L'Écosse n'intéresse pas vraiment Rome. Il n'y a pas de richesse minérale significative. Les terres agricoles sont pauvres comparées à celles du sud de la Bretagne. La population est clairsemée et hostile. Le terrain est difficile, montagneux, couvert de forêts et de tourbières. Maintenir une occupation permanente nécessiterait d'énormes investissements en forts, en routes, en garnisons. Et pourquoi? Pour contrôler quelques vallées brumeuses habitées par des paysans rebelles. Alors progressivement, silencieusement, les Romains se retirent. Les forts les plus au nord sont abandonnés. Les garnisons reculent vers la ligne Fort Clyde. En quelques années, toutes les conquêtes d'Agricola en Haute-Écosse sont perdues. Les Calédoniens reprennent leurs terres. Ils n'ont pas gagné la bataille, mais ils ont gagné la guerre. Tacite amer écrit cette phrase terrible, Perdomita Britannia et Statim Missa. La Bretagne a été complètement conquise et immédiatement abandonnée. C'est son jugement sur toute l'aventure écossaise. 7 ans de campagne, des milliers de morts, des fortunes dépensées, et au final, rien. Rome est revenu exactement à son point de départ. Mais cette phrase résume aussi quelque chose de plus profond sur l'impérialisme romain. Rome était une machine de conquête extraordinairement efficace. Ses légions pouvaient vaincre n'importe quelle armée sur un champ de bataille. Mais conquérir n'est pas la même chose que contrôler. On peut écraser une armée en une journée, mais soumettre un peuple prend des décennies, voire des siècles. Et quand ce peuple occupe un territoire qui n'a aucune valeur stratégique ou économique, l'effort ne vaut pas la peine. Les Calédoniens l'ont compris. Ils ne pouvaient pas vaincre Rome militairement, mais ils pouvaient rendre l'occupation tellement coûteuse, tellement difficile, que Rome finirait par abandonner. Il leur suffisait d'attendre, de harceler, de ne jamais accepter vraiment la domination romaine. Et finalement, ils ont gagné. Les décennies suivantes verront Rome essayer encore plusieurs fois de conquérir l'Écosse. L'empereur Hadrien fera construire son célèbre mur entre 122 et 128 après Jésus-Christ, admettant de facto que les terres au nord sont perdues. Son successeur Antonin tentera une nouvelle conquête et fera ériger le mur d'Antonin entre la Forte et la Clyde, exactement sur la ligne qu'Agricola avait déjà fortifiée 60 ans plus tôt. Mais ce mur aussi sera abandonné après quelques décennies. L'empereur Septime Sévère lancera encore une grande campagne en Écosse au début du IIIe siècle, marchant avec ses légions jusqu'aux mêmes régions qu'Agricola avait parcourues. Il mourra à York sans avoir réussi à pacifier le nord. Son fils Caracalla signera un traité de paix et se retirera derrière le mur d'Hadrien. À chaque fois, le même schéma se répète. Les légions romaines avancent, remportent des victoires tactiques, établissent des forts. Les populations locales reculent devant eux, évitent les batailles rangées. Puis, dès que les légions se retirent ou sont affaiblies par des crises ailleurs dans l'Empire, les Calédoniens reprennent leurs terres. Les forts sont abandonnés, les routes retournent à la nature, les garnisons se replient. Pour les Romains, c'est une source de frustration constante. Ils ont conquis la Gaule, la Germanie jusqu'au Rhin, l'Espagne, les Balkans, l'Égypte, la Syrie. Ils contrôlent tout le pourtour méditerranéen. Mais ils ne peuvent pas soumettre définitivement quelques tribus du nord de la Bretagne. C'est humiliant. Pour les Calédoniens, qui deviendront plus tard les Pictes, c'est une victoire dont ils peuvent être fiers. Ils n'ont jamais vaincu Rome en bataille rangée. Mais ils n'ont jamais été conquis non plus. Pendant 4 siècles de domination romaine sur la Bretagne, ils resteront libres. Leurs terres ne connaîtront jamais les villes romaines, les villas, les bains publics, les amphithéâtres. Pas de latin parlé dans leurs villages, pas de légionnaires en garnison permanente, pas d'impôts envoyés à Rome. Cette résistance aura des conséquences sur le long terme. Quand l'Empire romain s'effondrera au 5e millénième siècle, quand les légions abandonneront la Bretagne et que les Saxons envahiront l'île, l'Écosse restera un territoire distinct. Elle développera sa propre culture, sa propre langue gaélique distincte du gallois parlé au pays de Galles et du cornique parlé en Cornouailles. Les Pictes fusionneront avec les Scots venus d'Irlande pour former le royaume d'Écosse au 9e millénième siècle. Ce royaume restera farouchement indépendant pendant des siècles. Même quand l'Angleterre normande deviendra une grande puissance au Moyen Âge, l'Écosse refusera la soumission. Il faudra attendre le 18e millénième siècle et l'acte Nan Union de 1707 pour que l'Écosse s'unisse politiquement à l'Angleterre. Et même alors, elle conservera ses propres institutions, son propre système légal, sa propre identité.
On peut tracer une ligne directe entre la résistance des Calédoniens au 1er siècle et l'indépendance de l'Écosse moderne. Les Écossais d'aujourd'hui qui manifestent pour l'indépendance, qui brandissent le drapeau au sautoir blanc sur fond bleu, qui citent William Wallace et Robert Bruce, sont les héritiers de Calgacus et des guerriers qui ont tenu tête à Agricola au mont Gropius. La bataille elle-même, avec ses 10 000 morts calédoniens et ses 360 Romains tués, est-elle vraiment une victoire romaine écrasante comme Tacite le prétend? Ou est-ce une victoire à la Pyrrhus, obtenue à un coût trop élevé pour être maintenue? Les historiens modernes débattent de ces questions. Certains pensent que Tacite a exagéré l'ampleur de la victoire pour glorifier son beau-père. D'autres notent que le retrait rapide des Romains après la bataille suggère que les pertes ont été plus importantes que Tacite ne l'admet. Il est possible que la bataille ait été plus équilibrée que le récit officiel ne le dit. Les auxiliaires romains ont peut-être subi des pertes considérables en montant cette pente sous le feu ennemi. La cavalerie a peut-être été mise en difficulté par les chars calédoniens que Tacite mentionne brièvement. Les légions sont peut-être restées en réserve, non par confiance dans les auxiliaires, mais parce qu'Agricola ne voulait pas risquer de perdre une légion entière si la bataille tournait mal. Nous ne le saurons jamais avec certitude. Tacite est notre seule source et il n'est pas objectif. Il écrit une biographie de son beau-père, pas une histoire impartiale. Son but est de glorifier Agricola et, à travers lui, de critiquer l'empereur Domitien qui a rappelé le général et mis fin à ses conquêtes. Tout dans le texte doit être lu avec cette intention en tête. Le lieu exact de la bataille reste également un mystère. Tacite parle du mont Gropius, mais ne donne aucune indication précise sur sa localisation. Au fil des siècles, ce nom s'est transformé en Grampian, qui désigne aujourd'hui toute une chaîne de montagnes en Écosse. Les historiens ont proposé au moins 29 sites différents pour la bataille. Benashee, dans l'Aberdeenshire, est le favori, mais rien n'est certain. Il n'y a aucune preuve archéologique, aucun champ de bataille identifié avec certitude. Cette absence de preuve est en soi révélatrice. Si la bataille avait été aussi grande et décisive que Tacite le prétend, on devrait trouver des traces, des milliers d'armes perdues, des tombes collectives, des restes de fortifications. Le fait qu'on ne trouve rien suggère soit que la bataille était plus modeste, soit qu'elle a eu lieu à un endroit que nous n'avons pas encore identifié, soit que les morts ont été enterrés ou brûlés, de manière à ne laisser aucune trace archéologique. Ce qui est certain, c'est que la bataille de Mons Gropius marque la limite extrême de l'expansion romaine vers le nord. Jamais plus les légions ne pénétreront aussi profondément en Écosse. Jamais plus Rome ne tentera sérieusement de conquérir les Highlands. La ligne de contrôle effectif se stabilisera finalement au mur d'Adrien, bien au sud de la position qu'Agricola avait atteinte. Agricola lui-même vit ses dernières années dans une semi-disgrâce. Domitien lui offre divers postes qu'il refuse, préférant se retirer dans sa villa. Est-ce par prudence, sachant que l'empereur le jalouse, ou par dégoût face à la politique romaine? Nous ne le savons pas. Il meurt en 93 après Jésus-Christ à 53 ans. Tacite insinue qu'il a été empoisonné sur ordre de Domitien, mais il admet n'avoir aucune preuve. La mort d'Agricola est probablement naturelle, mais elle survient à un âge où beaucoup d'hommes étaient encore vigoureux à l'époque. Tacite écrit la biographie de son beau-père quelques années après sa mort, sous le règne de Nerva puis de Trajan, quand il est enfin sûr de pouvoir critiquer Domitien sans risquer sa vie. Le texte est à la fois un éloge funèbre, un document historique et un pamphlet politique contre la tyrannie. C'est aussi, paradoxalement, l'un des plus grands témoignages que nous ayons sur les limites de l'impérialisme romain. Car au-delà de l'histoire militaire, au-delà des chiffres de pertes et des détails tactiques, la campagne d'Agricola pose une question fondamentale. À quoi sert de conquérir un territoire qu'on ne peut pas tenir? Rome a dépensé des fortunes pour envoyer des légions au bout du monde. Elle a perdu des milliers d'hommes dans ses campagnes. Elle a construit des forts, des routes, des ponts. Et finalement, elle a tout abandonné parce que le jeu n'en valait pas la chandelle. Cette leçon aurait pu être retenue par d'autres empires. Mais l'histoire montre que chaque génération doit réapprendre à ses dépens que conquérir est facile, occuper est difficile. Les Britanniques eux-mêmes, héritiers en partie de la tradition romaine, feront la même expérience dans les montagnes d'Afghanistan au 19e millénième siècle. Les Américains la referont au 21e millénième siècle dans les mêmes montagnes. On peut gagner toutes les batailles et perdre la guerre. On peut écraser l'armée ennemie et ne jamais soumettre le peuple. Les Calédoniens au mont Gropius ont appris cette leçon à Rome. Ils ont perdu la bataille, mais ils ont conservé leur liberté.
Leurs descendants se souviendront toujours qu'ils ont tenu tête au plus grand empire du monde. Et quand, des siècles plus tard, les poètes écossais voudront illustrer l'indépendance de leur nation, ils remonteront à ces guerriers qui, sur les pentes d'une colline dont on ne connaît plus l'emplacement exact, ont refusé de plier le genou devant Rome. C'est peut-être cela, le véritable héritage de la bataille de Mons Gropius. Non pas une victoire ou une défaite, mais la démonstration qu'un peuple déterminé, même militairement inférieur, peut préserver son identité face à un empire. Il suffit de tenir, de refuser, de faire en sorte que la conquête coûte plus cher qu'elle ne rapporte. Tôt ou tard, l'empire se lassera et repartira. Les montagnes, elles, restent, et les peuples qui les habitent aussi. Voilà pourquoi cette bataille mérite d'être racontée. Non pas pour célébrer la gloire militaire de Rome ou le courage héroïque des Calédoniens, mais pour comprendre les mécanismes profonds de la résistance et de l'occupation, de la conquête et de l'abandon. L'histoire de Mons Gropius n'est pas seulement celle d'un affrontement entre 8000 Romains et 30 000 Calédoniens en l'an 83 après Jésus-Christ. C'est l'histoire de tous les peuples qui ont refusé la domination étrangère, de tous les empires qui ont découvert les limites de leur pouvoir, de toutes les victoires militaires qui se sont révélées être des défaites stratégiques. Et c'est aussi, paradoxalement, l'histoire d'un homme, Agricola, qui a tout fait pour glorifier Rome et qui s'est retrouvé victime de la jalousie impériale. Un homme qui a conquis un territoire immense et qui l'a vu abandonner de son vivant. Un homme dont la plus grande victoire n'a servi à rien, sinon à fournir à son gendre la matière d'un livre qui serait encore lu 2000 ans plus tard. Car au final, c'est peut-être ça, l'ironie ultime. La bataille de Mons Gropius n'a eu aucune importance stratégique ou politique durable, mais elle est devenue immortelle grâce au talent littéraire de Tacite. Les empires passent, les batailles sont oubliées, mais les mots restent.